Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre focus et notre rôle modèle du jour. Vous allez le voir, véritable surhomme, Mathieu Blanchard ne cesse de dépasser les limites de sa discipline. Spécialiste de l'ultra-trail, il inspire les gens qui le suivent par ses exploits au pas de course. Une chose est sûre, vous allez le voir, cet ancien participant de Koh Lanta n'a pas fini de faire parler de lui. C'est un rôle modèle qu'on vous présente dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, on va y arriver, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Vous êtes en forme? Et vous? Ça va, toujours, très bien. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de voitures qui voient arriver de nouvelles couleurs sur leur feu. Bon, dis donc, on voit ça dans un instant avec vous. Et puis nos sujets du jour, justement, dans l'Actu Tech. D'abord, en première partie d'émission, une question qui nous concerne tous. Lorsque l'intelligence artificielle prend une décision nous concernant, comment s'assurer qu'on sache exactement sur quoi elle s'est basée? Ben oui, la Cour de justice de l'UE vient de nous rappeler que nous avons le droit de le savoir. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler de la nouvelle fonctionnalité mise en place par OpenAI. Son nom, opérateur, c'est un agent autonome qui promet de repousser les limites de l'intelligence artificielle avec un prix qui n'est pas accessible à tous. 200 €. Que signifie son arrivée en Europe? Quels sont ses enjeux aussi? On en parle avec notre expert, il est toujours là. Alexandre Adria. Toujours là. Bonjour Philippine. Merci d'être avec nous. On en parle dans un instant, juste après le focus. Il a tout fait dans sa vie. Il a participé à Koh Lanta. Il est spécialiste de l'ultra-trail et il ne cesse de repousser les limites du sport, de sa discipline. Et ses exploits se font de plus en plus impressionnants et nombreux, vous allez le voir. On découvre tout de suite le portrait de Mathieu Blanchard par Dylan Kohler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sport. On s'intéresse à un athlète hors du commun, un homme qui court des centaines de kilomètres dans des conditions extrêmes, Mathieu Blanchard. Grand passionné de défis, le natif de Cavaillon grandit en Guadeloupe, loin des montagnes et des sentiers escarpés. Il suit d'abord une carrière d'ingénieur et à son arrivée au Canada en 2014, il découvre la course à pied qu'il commence simplement pour garder la forme. Mais très vite, il se prend au jeu, enchaîne les marathons et tombe amoureux de l'ultra-trail. Consacré à 100% à sa passion, il devient en l'espace de quelques années une figure incontournable de cette discipline. Il se fait notamment remarquer après avoir terminé 2 fois sur le podium de l'ultra-trail du Mont Blanc, dit UTMB, une des courses les plus prestigieuses au monde. J'ai un petit peu d'expérience sur tout un tas d'événements qui peuvent arriver sur un ultra-trail, sur une aventure comme ça. Mais mes principales appréhensions, c'est vraiment la réaction que va avoir mon corps face au dénivelé et puis à l'altitude. C'est pas facile, hein. J'ai déjà un peu mal à la tête. On dirait que le corps et l'esprit te donnent toujours le goût de perdre confiance en toi. Faut prendre ça comme des micro-défis en permanence. En 2019, il participe à l'émission Koh Lanta Les 4 Terres, où il se distingue par ses performances physiques, bien que son aventure soit écourtée par un collier d'immunité. Cette expérience accroît sa notoriété et lui permet de partager sa passion pour le trail avec un public plus large. Mais c'est en octobre 2024 qu'il frappe fort, en remportant pour sa première participation la Diagonale des Fous à La Réunion, une course de 175 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mathieu en a dans les jambes. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il remporte début février 2025 le Yukon Arctic Ultra, course de plus de 600 km dans des conditions polaires. Température allant jusqu'à -40 degrés, isolement total, rationnement extrême, une épreuve où l'endurance physique ne suffit pas et où la force mentale prime. Véritable couteau suisse, Mathieu Blanchard est aussi un créateur de contenu passionné. Sur sa chaîne YouTube, suivi par des milliers d'abonnés, il partage son quotidien de sportif de haut niveau entre préparation, entraînement et stratégie de course. Un véritable voyage dans les coulisses d'aventures hors normes. Une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent se dépasser au-delà de leurs limites. Prêt pour partir à l'aventure. Je vous dis à bientôt. Ciao! Vous avez déjà sans doute entendu parler de ces algorithmes qui scannent nos données pour décider de si on est solvable, embauchable ou éligible à tel ou tel service. Mais oui, la Cour de justice de l'Union européenne a été claire récemment. Chacun d'entre nous doit pouvoir comprendre pourquoi et comment l'intelligence artificielle en arrive à cette conclusion. Alors qu'est-ce que ça change concrètement, cette décision? On en parle tout de suite avec nos invités dans la première partie du talk.
Nos invités et nos experts aujourd'hui, donc Lisa de Bernard et bien sûr Alexandre Azria, cofondateur du Crayon AI et expert en nouvelles technologies et intelligence artificielle. Et justement, vous êtes reconnu pour votre expertise en IA. Oui. Vous la partagez régulièrement ici. On a parfois l'impression, c'est vrai, que les algorithmes d'intelligence artificielle, ils opèrent un peu comme des boîtes noires. C'est ce qu'on entend dans les médias, c'est ce que les gens peuvent nous dire aussi. Et c'est ce pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne souhaite lever le voile d'ignorance, protéger aussi le droit des citoyens dans le cadre de cette décision. Est-ce que vous voulez bien nous défricher un petit peu le sujet, Alexandre ? Bien sûr. Alors, déjà, c'est une bonne impression. Les algorithmes, les LLM en particulier, sont ce qu'on appelle des black box ou boîtes noires en français. L'idée, c'est qu'un LLM n'a pas en fait de règles définies. C'est pas un algorithme classique on a hardcodé. Hardcodé, ça veut dire qu'on est venu ligne par ligne lui dire si se passe ça, tu vas faire ci, si se passe ça, tu vas faire ça. D'accord. Un LLM, son principe de base, ça va être de prédire le prochain mot, uniquement ça. Il ne comprend pas ce qu'il prédit, il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas non plus le monde extérieur. L'idée, c'est juste de faire des mathématiques et de dire si je commence ma phrase par « Bonjour Philippines », peut-être que la suite va être « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?» Exemple. Bien sûr. Et ça, c'est des maths. Aujourd'hui, on fait des calculs de matrices au sein de ces LLM et parfois, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, comment ça fonctionne, et quelles informations ils utilisent, ce qu'on appelle en fait, on a des milliards de paramètres. Si on prend l'exemple d'un GPT-4o, par exemple, il y a des milliards et des milliards de paramètres, et sur chaque réponse, il va aller chercher le paramètre qui lui est utile. Sauf qu'on comprend bien ici que sur des milliards de paramètres, c'est un peu compliqué d'arriver à prendre le fil rouge et à le retracer jusqu'au début de son raisonnement, un peu comme on ferait avec un humain. C'est aujourd'hui incapable de vous dire pourquoi je vais finir ma phrase en disant ce mot et pas un autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec les LLM. Alors justement, la Cour de justice de l'Union européenne souhaite lever ce voile, on l'a dit, d'ignorance, protéger aussi le droit des citoyens. Elle insiste aussi sur la nécessité de rendre accessibles les explications. Donc ce que vous dites, un peu quand on fait un exercice de mathématiques, comment on part d'une équation pour arriver jusqu'au résultat avec toutes les informations. Le problème, c'est que les entreprises derrière qui utilisent ces algorithmes et ces LLM dont vous nous avez parlé, Alexandre, ils risquent de se défausser en invoquant une complexité technique. Non, oui. Il y a des chances, effectivement, d'autant plus que les magistrats qui se sont prononcés sur le sujet ont exigé la transmission d'informations utiles. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Et qui, du coup, suppose qu'effectivement, il y a une marge d'interprétation sur ce qu'est une information utile. Donc, c'est une brèche dans laquelle les entreprises, effectivement, pourraient tout à fait rentrer pour ne pas donner trop d'informations. Alors qu'en réalité, effectivement, le sujet est essentiel de pouvoir comprendre et de manière claire en ne transmettant pas, par exemple, foule d'informations extrêmement techniques qu'un utilisateur lambda ne pourrait pas décrypter en le justifiant, en disant je vous les ai données, les infos, maintenant vous vous débrouillez. Et, bon, voilà. Ce qu'on sait faire, mais extrêmement mal aujourd'hui, ça va être du features visualisation. En français, je suis incapable de vous le dire, mais la visualisation des features, un features dans un algorithme de LLM, ça va être, si vous voulez, les milliards de paramètres qui sont au début. Qui permettent et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ça va être qu'on va pouvoir vous montrer quelles features ont été utilisées. Si je fais une analogie, quels neurones ont été utilisés pour répondre à votre question. D'accord. Mais ça va. Alors, c'est de l'information qui est partielle, qui ne fonctionne pas tout le temps. En plus, on pense à des algorithmes comme Instagram, TikTok, Facebook, avec des architectures énormes. Il va falloir aussi recréer des architectures qui vont nous être capables pour chaque humain, chaque utilisateur. Exactement, ce qui est extrêmement complexe aujourd'hui. Donc, sur le papier, c'est quelque chose de bien, je trouve. Mais dans les faits, je ne pense pas que ce soit viable. C'est quoi l'intérêt qu'on comprenne bien pour les entreprises, au-delà de la transparence, peut-être que c'est le seul intérêt, mais de la transparence, le terme de confiance auprès du public, d'expliquer ces algorithmes et ce qui s'y passe derrière? C'est assez logique, je trouve, pour moi. On va vivre une époque où chaque
décisions de notre vie administrative, financière ou autre vont être prises par des IA si on n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe derrière. De la même façon que si vous achetez aujourd'hui, je dis n'importe quoi, une télévision ou autre, on a un service après-vente, on peut demander des explications. Si aujourd'hui on n'est pas capable d'en demander sur... on a eu l'exemple de quelqu'un en Suède qui s'est fait refuser un forfait à 10 € par mois. D'accord. L'explication était très floue. Donc on est obligé aujourd'hui de mettre un peu le voile là-dessus et de dire qu'est-ce qui se passe pour faire ressortir les informations et nous permettre d'avoir une société où l'IA prend une décision, oui, mais on est capable de l'expliquer et de la juger. Bien sûr. La Cour, vous voulez réagir peut-être? Non, puis c'est surtout qu'au-delà de ça, l'intérêt des entreprises aussi, c'est tout simplement de respecter les obligations qui sont posées aussi par un autre texte, qui est tout simplement lié Acte, où effectivement on a des obligations quant au fait de pouvoir expliquer la manière dont fonctionnent les modèles utilisés. Et puis après, de toute façon, on l'a déjà dit, mais effectivement, il y a toute la question de la confiance. Et puis les entreprises, ça peut leur permettre aussi à terme de se protéger en cas de... par exemple, scandale autour d'une potentielle discrimination ou de biais non détectés. Donc, ils ont aussi intérêt, dans ce sens-là, à être un petit peu plus transparents. Elle se situe où aujourd'hui la frontière entre le secret des affaires et le droit à l'information des individus? C'est un truc, on a l'impression que c'est très fin. C'est effectivement très fin. Après, visiblement, c'est un sujet qui a déjà été réfléchi puisque, en fonction des cas, visiblement, il n'y aurait pas le besoin pour les entreprises de dévoiler trop d'informations, ce qui pourrait mettre en danger le secret industriel, les potentielles failles de leur système. Par exemple, on peut très bien imaginer que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu sur les IA puisse essayer de détourner un petit peu le système, par exemple sur une IA qui permettrait de déterminer si une personne est apte à obtenir un emploi. On pourrait imaginer effectivement qu'en en dévoilant trop, des personnes puissent profiter de ces failles. Et en même temps, si c'est le cas, ça permettrait aussi aux entreprises peut-être de rectifier le tir. Donc finalement, c'est un cercle assez vertueux. Vous partagez cet avis-là, complètement. C'est intéressant, le fait de connaître ce qui se passe derrière les algorithmes, ça les rend vulnérables, forcément. Ça les rend complètement vulnérables. Si je vous explique aujourd'hui que vous n'avez pas été accepté pour X ou Y crédit ou quoi que ce soit, et que vous me dites « Ah bah non, mais moi, j'ai pas été accepté pour ça, ça, ça et ça, mais par contre, je peux te montrer autre chose. » Et en fait, rentrer dans une négociation avec une IA. Aujourd'hui, est-ce qu'une IA, c'est négocier? Non. Une IA ne comprend pas forcément ce qu'elle fait, comme on l'a dit. Donc, si on lui demande, en plus de prendre une décision de venir négocier avec ses utilisateurs, alors là, on va rentrer dans un schmilblick qui n'a plus aucun sens. Non. Ça risque d'être compliqué à gérer pour tout le monde. Bon, merci pour cette première partie. On va continuer à évoquer ce sujet ensemble. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Good right there? You want to give it? You want to start one?
Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Step into the heaven, look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. De retour toujours sur le plateau de l'école du futur et en compagnie de notre expert aujourd'hui et invité Alexandre Azria, et on va se tourner vers une autre experte maintenant qui est notre chroniqueuse aujourd'hui, Lisette de Bernard, parce qu'elle a une idée derrière la tech. Alors Lisa, aujourd'hui vous vous intéressez à une actu qui n'est absolument pas française, mais qui, j'en suis assez convaincue, pourrait vite le devenir, puisque vous nous emmenez sur les routes de nos voisins. Ils sont allemands, avec une innovation étonnante pour certaines voitures. Effectivement, une nouveauté attire l'attention sur les routes allemandes, mais pas que, puisque les pionniers en la matière ont été les Américains. Et cette nouveauté philippine, j'arrête de faire durer le suspense, ce sont des voitures équipées de feux bleu turquoise. Mais attention, ce n'est pas une tendance de tuning, puisque la couleur de ces feux, quoique très design, signale avant tout que le véhicule est en mode conduite 100% autonome. Une fonction qui est pour le moment réservée seulement aux voitures du constructeur Mercedes-Benz, qui plus est d'ailleurs sur ces véhicules les plus haut de gamme. La question qu'on se pose tous, évidemment, Lisa, c'est pourquoi le bleu turquoise, cette couleur spécifique ? Eh bien, vous vous en doutez, le choix du bleu turquoise n'est pas anodin. Après de nombreux tests, cette teinte s'est révélée être la plus visible et la plus distincte par rapport aux autres couleurs de signalisation routière. Elle permet aux autres usagers de la route, ainsi qu'aux forces de l'ordre, d'identifier facilement un véhicule en mode autonome, et ce, même à une distance considérable, qu'il s'agisse des feux de position à l'avant, à l'arrière ou bien même sur les rétroviseurs. Bon, alors maintenant qu'on a le code couleur, on aimerait bien avoir le manuel d'utilisation de ces voitures autonomes. Lisa, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'habitacle de ces véhicules ? Eh bien, le système Drive Pilot de Mercedes, puisque c'est son nom, permet une conduite autonome de niveau 3 selon les normes SAE. Cela signifie donc que le conducteur peut déléguer la conduite du véhicule dans certaines conditions, comme par exemple sur des autoroutes spécifiques à des vitesses limitées, le SAE qui, par ailleurs, je le précise, est l'organisme à l'origine de la certification des véhicules autonomes sur une échelle allant de 0 à 5 en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, pour revenir spécifiquement sur le cas de l'Allemagne, ce système Drive Pilot est autorisé sur certaines routes jusqu'à 95 km/h, avec l'ambition d'étendre cette limite à quand même 130 km/h à l'avenir. Bon, tout ça, ça se passe en Allemagne. Est-ce que ce sera bientôt en France ? Alors, comme je le disais, pour l'instant, cette technologie est en phase de test en Allemagne, mais également aux États-Unis. En revanche, Mercedes-Benz pousse pour une harmonisation de la réglementation et espère même que ces feux turquoise soient finalement adoptés sur tous les véhicules autonomes dans un futur proche. Bien sûr. Bon, si je résume, sur les routes allemandes et américaines, en termes de feux, on aura du rouge, du jaune, du blanc, du orange, qui sont les couleurs autorisées jusque-là, et désormais un peu de bleu. Tout à fait. Couleur de l'arc-en-ciel. Magnifique. Merci beaucoup, Lisa, pour cette chronique. On lance tous les trois la deuxième partie du talk tout de suite. En deuxième partie du talk, tout de suite, deuxième partie d'émission sur OpenAI, qui vient tout juste de donner le feu vert à un nouveau service baptisé Operator, réservé aux abonnés pro. Alors si le simple chatbot semblait déjà révolutionnaire, attendez un peu de voir et de découvrir cet agent autonome capable d'agir de lui-même après avoir reçu des consignes. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour nous, pour les entreprises aussi et pour la scène technologique européenne, notamment parce que vous avez compris que c'est un sujet qui tient à cœur. Alexandre. Oui. Toujours, l'Europe. L'Europe fait l'Europe. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est qu'Operator et ce que ça fait ? Operator, déjà, ça coûte 200 € par mois.
ce qui est assez onéreux. Si on est un utilisateur lambda de l'IA, j'allais dire classique au quotidien, c'est quand même un certain prix. Et alors, Operator fait quoi concrètement? Elle permet d'aller sur Internet, naviguer à notre place et de faire des actions quelconques, réserver un billet d'avion, réserver des courses, enfin vous faire livrer des courses à la maison, ça peut être pour tout n'importe quoi, hein. Entre guillemets, ça va vous remplacer sur Internet et faire vos actions à votre place. Donc vous pouvez lui dire, Operator va me réserver un billet d'avion pour aller de Paris à New York, ok, je m'en occupe, et puis un quart d'heure après, la chose est faite, quoi. Et il n'y a plus qu'à partir en vacances. Oui, si c'était si simple. La seule différence, c'est que tout est très différent de ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, aujourd'hui, est incapable de faire. C'est pas le même algorithme, ça n'a rien à voir. D'accord. L'interface n'est pas la même aussi. Operator, en fait, on va lui demander une action. Ouais. Et puis après, on va pouvoir suivre un peu comme si c'était une souris automatisée. Hop, on la voit, elle clique, elle change de page et on la voit au fur et à mesure remplir les critères. Après, ça va poser plein d'autres questions parce que je vous donne cet exemple de l'avion. Peut-être que je peux lui dire, ok, bah moi j'ai un budget de 500 € sans escale, essaye de faire quelque chose avec ça. Mais après, il va falloir qu'il paye et en général, on a besoin d'un humain pour payer. Oui. Donc on a quand même pas mal d'autres choses qui vont arriver pour augmenter un peu cette première version d'Operator, mais en tout cas, elle est assez bluffante et elle marche assez bien. Impressionnant. J'ai eu l'occasion de l'essayer, c'est assez bluffant. On n'arrête pas le progrès, on est d'accord? Bon, ChatGPT restait en tout cas plutôt passif. Il attendait qu'on lui demande quelque chose. C'est vrai qu'avec Operator, de ce qu'on comprend, de ce que nous explique Alexandre, on parle d'un agent capable de prendre des initiatives. Jusqu'où ça peut aller, Lisa? On peut imaginer, c'est toujours difficile ces questions-là de se projeter parce qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on aurait eu un outil comme ChatGPT. En revanche, on peut imaginer que Operator et ce type tout simplement d'IA permettront de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Effectivement, comme le disait Alexandre, aujourd'hui, c'est très utile, par exemple, sur des tâches de gestion administrative, remplir un formulaire, voilà. Mais effectivement, à terme, on peut s'interroger sur est-ce que ce type d'outil pourra peut-être faire des études de marché pour choisir un produit, justement, en ne lui donnant même pas de budget, juste en lui disant trouve-moi le meilleur produit et avec la meilleure gamme de prix, et puis qu'il fasse tout par lui-même. Aujourd'hui, on est capable de le faire. On est capable d'aller lui dire je veux acheter n'importe quoi, une télévision, va me chercher les informations sur Internet, par exemple la Fnac, Darty ou autre. Il va vous faire une liste avec pour chaque liste les pour et les contre, votre budget. Il va potentiellement venir utiliser d'autres API. Une API, c'est ce qu'on utilise pour utiliser un algorithme, un LLM, et venir le brancher avec une autre source. Ça peut être la Fnac, Spotify ou autre. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. On parlait il y a 4-5 ans du métavers, du Web 3, qui n'a jamais eu vraiment un d'essor. Mais peut-être que le Web 3, justement, ça sera le web de l'IA. Et moi, je reste persuadé qu'on aura à l'avenir 2 interfaces. Une interface, un site internet SEO, donc optimisé pour l'humain. Ouais. Et on aura un site internet optimisé pour de l'IA, parce qu'une IA n'a pas besoin d'avoir des couleurs un peu fancy à droite à gauche, aucun intérêt. Il lui faut une interface claire avec de l'information à portée de main, et je pense qu'on tend vers ça en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin de Google, là? Des moteurs de recherche ça l'est déjà un peu. Si vous avez utilisé Perplexity. Je suis déjà bon, c'est la fin de cette émission. Généralement, il suffit de regarder, que ça soit les plus jeunes générations ou que ça soit dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les recherches Google, quand on souhaite avoir une information, c'est plus tellement le réflexe. Le premier réflexe, c'est d'aller sur ChatGPT ou sur une autre IA. Après, là, ce qui est développé avec Operator, je pense que c'est comme ChatGPT quand ça a été lancé, c'était 2022, 2021. 2021, fin 2021.
on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait un potentiel d'acceptation de la part du grand public. Et puis en fait, on se rend compte que peu à peu, ça devient un outil. Voilà. Donc, et puis pour revenir sur l'aspect précédent, là où ça pourrait devenir intéressant, c'est aussi si ces agents-là, à terme, peuvent anticiper les besoins aussi de l'utilisateur. Et là, ça peut réellement devenir indispensable. Comme un assistant, en fait, qu'on pourrait avoir dans la vraie vie, qui vous pose des questions, qui vous accompagne, à qui vous pouvez déléguer aussi certaines tâches. La seule chose à laquelle on peut penser, c'est que OpenAI est déjà tellement ultra dominant dans le monde aujourd'hui avec ChatGPT. S'il lance Operator, ça ne fait qu'étendre son influence. Est-ce que ça peut inquiéter, ça, Alexandre, d'autres acteurs, des concurrents notamment, et même des régulateurs? Alors là, on parle aujourd'hui dans notre émission de OpenAI avec Operator, mais on a eu ces 6 derniers mois des algorithmes qui ressemblent à Operator qui sont sortis. On a eu Anthropic, ils ont sorti un agent qui est capable de faire exactement la même chose qu'Operator, mais qui n'ont pas ouvert au public encore. Mais en outre, la technologie existe. On a une start-up chinoise qui, il y a une semaine, a fait l'effet d'un énorme choc qui s'appelle Manus AI, qui, elle, est en plus de ça open source, donc on va pouvoir venir utiliser sans payer. Et on a plein d'autres choses. On a Mistral AI, je pense, qui va sortir ce genre d'algorithme. Globalement, je pense qu'on va être dans un écosystème IA où on aura une solution pour chaque écosystème, l'écosystème américain, européen, asiatique. Je vois mal la France, l'Europe, avec leur stratégie extrêmement complexe sur l'IA, se laisser débordé par uniquement OpenAI ou Anthropic. Ça, j'y crois pas du tout. Vous partagez cet avis, Lisa? Oui, je suis complètement d'accord. Au contraire, je pense que ça pousse dans la course à l'innovation. Quand on voit les voisins accélérer, on a forcément envie de rattraper le retard. Et effectivement, si on prend le cas spécifique de la France, les derniers mois, on a eu quand même pas mal d'annonces allant dans le sens de l'IA. Donc, il n'y a pas de raison qu'à terme, on n'arrive pas à obtenir quelque chose de satisfaisant. C'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, les Américains ont toujours cette petite avance parce qu'ils ont peut-être eu plus d'argent dès le début alloué à ces projets-là. Donc voilà, c'est un peu des effets d'annonce, mais au contraire, je pense que ça va ne faire que stimuler parce que de toute façon, on ne peut plus passer à côté. La révolution est en marche, donc on ne peut plus l'arrêter. Et on a une start-up française qui travaille là-dessus, qui va sortir dans les prochaines semaines. Regardez-le. On en parlera ici. C'est le suspense. C'est le suspense, je suis obligé. Bon, Alexandre, vous êtes obligé de nous en parler, surtout dans les prochaines semaines. On attend ça avec impatience. La réaction des concurrents d'OpenAI, est-ce qu'on peut s'attendre à une course des agents IA chez Google, Microsoft, Apple, etc. Oui. Complètement. Mais après, moi, je pense que la stratégie de Microsoft et autres, elle va être un peu différente. À mon avis, ils vont se spécialiser sur des verticales. Je sais que Microsoft met pas mal d'argent sur la santé, par exemple. D'accord. Je les vois mal venir encore sur un play, excusez-moi pour le franglais, sur une stratégie horizontale, entre guillemets. Ils vont plus être sur de la verticalisation. Mais en tout cas, moi, par exemple, mon réflexe, si je vais dans un restaurant que je ne connais pas, ça va plus être d'aller sur Internet de manière classique. Je vais aller sur Instagram, sur TikTok, aller regarder les plats en question, les réels, me faire mon avis. Si j'ai besoin de faire une étude de marché pour mon travail aujourd'hui, je vais aller utiliser l'API de Perplexity ou autre qui va me donner de l'information extrêmement forte dans un délai extrêmement rapide aussi. L'un dans l'autre. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Lisa. Je pense qu'en fait, on parle quand même tous ici sur ce plateau d'un prisme où on est quand même déjà un public assez jeune et aussi un public qui s'intéresse à toutes ces questions-là. Donc forcément, je pense qu'on est un petit peu biaisé. Je pense que, par exemple, si je prends mes parents, je suis pas sûre, par exemple, que quand ils vont chercher un restaurant, ils pensent aujourd'hui à passer par tous ces biais-là. Donc... Je pense qu'il y a encore deux publics. Bien sûr, je pense que ça va s'égaliser avec le temps, avec les nouvelles générations qui arrivent, etc. Mais je pense qu'il faut mettre un tout petit peu le frein là-dessus. C'est une mentalité européenne, ça, Lisa. Toujours. Aller vite avec décidément, l'Europe.
C'est votre truc. Non, mais moi je pense que ça va tellement vite que même les gens, entre guillemets, un peu plus âgés ou d'une autre génération, qui ont vu l'Internet arriver, etc., je trouve qu'ils ont quand même montré qu'ils savaient s'adapter extrêmement rapidement aux innovations. Entre 2021 et 2025, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées et mes parents, qui sont médecins, utilisent parfois l'IA. Donc on peut se dire qu'en fait on va dans un monde où tout le monde va utiliser l'IA assez rapidement. Progressivement. Je pense qu'il y a encore une frange de la population qui n'est pas encore ultra adepte de ces technologies-là, mais ça va venir. Eh ben, c'est très bien, ça nous fera un autre sujet d'émission à aborder tous les trois. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous. D'abord, Lisa de Berda, notre chroniqueuse aujourd'hui, et puis bien sûr vous, Alexandre Azria. On vous retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous est pris. Allez, rendez-vous est pris. Top. Merci à vous de nous avoir suivis, à Dylan Colère d'avoir produit cette émission. Et puis nous, comme tous les jours, dès 12h30 et dès demain, on se retrouve sur School TV. D'ici là, passez une bonne journée. Ciao.